à partir un petit peu de l'actualité. Et pour tout vous dire, ce qui a déclenché un petit peu l'intérêt que j'ai eu pour cette question que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est un article du Figaro. On peut avoir des mauvaises lectures parfois. Un article d'Arnaud Tessier où j'ai trouvé une phrase ou deux qui me paraissent vraiment intéressantes, sur laquelle je reviendrai. Et c'est à partir de là que voilà, je me suis interrogé finalement sur cette notion d'état de droit. Et je vais vous proposer une réflexion non pas sur l'état de droit en lui-même, c'est une notion qui est tellement protéiforme, vague même, qui se prête à des définitions extrêmement variées. Donc, je ne vais pas ici essayer de tenter de donner un contour à cette notion qui est plus évocatrice en fait qu'autre chose, mais je vais essayer de partir de cette idée d'état de droit et à partir de là d'avoir une sorte de réflexion sur les réactions qu'elle suscite plutôt. Je suis parti au fond du constat d'une sorte de procès de l'état de droit. L'état de droit, c'est un petit peu une notion que l'on accuse finalement assez facilement de tous les maux, et en particulier, il y a derrière très nombreuses critiques qui sont faites, qui sont d'ailleurs au demeurant, on va le voir, parfaitement fondées, en partie du moins. Il y a toujours l'idée, au fond, que l'état de droit serait une sorte de limite au pouvoir politique, une espèce et c'est le sens du thème que je vous ai proposé finalement, de dépossession du pouvoir, si je peux employer cet oxymore. C'est-à-dire que c'est une espèce le pouvoir est vidé de l'intérieur de sa substance par le recours à cet état de droit qui prend des formes très variées. Ça peut être la forme de ce qu'on appelle parfois le gouvernement des juges, que ce soit le Conseil constitutionnel qui vient abroger en fait une loi qui a été votée, que ce soit évidemment les multiples décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Tout cela participe de cette nébuleuse qu'on rattache à l'idée d'état de droit et que l'on accuse très volontiers d'être une espèce de manière de vider, encore une fois, le pouvoir politique de sa substance. Et cela provoque une réaction qui est une réaction qu'on qualifie souvent de populiste, finalement, qui oppose à cet état de droit, à ces droits de l'homme notamment, l'idée que finalement le dernier mot devrait revenir au peuple souverain. Et on oppose très volontiers cette idée de souveraineté populaire, au fond, à l'état de droit. Et ce qui m'est apparu, finalement, en réfléchissant un petit peu à cette opposition très, très fréquente entre l'état de droit et cette réaction populiste de l'appel au peuple, finalement, pour aller à l'encontre de ces différentes manifestations de l'état de droit, eh bien, ce qui m'est apparu, c'est que, finalement, l'état de droit et l'appel au peuple, la souveraineté, ici démocratique, eh bien, sont liés depuis l'origine, et qu'il est donc illusoire, me semble-t-il, et c'est la proposition que je vais vous faire, qui pourra évidemment donner lieu éventuellement à discussion, mais il me paraît tout à fait illusoire d'opposer finalement le pouvoir politique qui serait incarné par la volonté populaire, d'une certaine manière, et cette nébuleuse de l'état de droit, parce que les deux sont les deux faces, enfin, d'une même réalité. Alors, je vais simplement essayer de présenter un petit peu tout cela en trois temps. Premier temps, finalement, qu'appelle-t-on état de droit? Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand même donner quelques éléments pour savoir de quoi on part. Ensuite, j'analyserai rapidement la réaction populiste, ce qu'on pourrait appeler la réaction populiste face à cet état de droit. Et ensuite, et pour terminer, j'essaierai de montrer comment cette réaction populiste, cette espèce d'appel au peuple, finalement, qui rappelle un petit peu le bonapartisme de la Troisième République. L'appel au peuple, c'était quand même le journal de propagande de Napoléon III, me paraît totalement illusoire et contradictoire. Alors, quelques mots d'abord sur ce qu'on appelle état de droit. Alors, pour approcher cette notion, sans encore une fois prétendre la définir, je crois qu'il faut partir justement d'une véritable révolution juridique qui s'est opérée à partir du XIVe siècle, qui est la révolution nominaliste.
à partir de ce moment-là, eh bien, le droit, le terme même de droit change de sens. C'est-à-dire que le droit n'est plus ce qu'il était auparavant dans la conception des juristes, n'est plus perçu comme une chose, objet d'un rapport entre des personnes. Donc il n'implique plus nécessairement une relation entre des personnes, mais il devient le pouvoir subjectif d'un individu. Et cette mutation du sens du droit va donner naissance, je passe très rapidement sur tous ces aspects-là, mais va donner naissance à une nouvelle conception du droit qui va s'incarner en quelque sorte dans la notion de droit subjectif, c'est-à-dire d'un droit qui est conçu comme un pouvoir individuel qui n'a plus besoin d'envisager des personnes en relation, qui peut être conçu uniquement à partir d'un individu, un individu totalement isolé, et dont le droit subjectif est en réalité un pouvoir qui lui est reconnu sur une chose, voire sur d'autres personnes. Et cette notion de droit subjectif, qui est donc cette création qui apparaît au tournant du XIVe siècle, eh bien, va être utilisée ensuite au XVIIe siècle pour eh bien, justement opposer au pouvoir de l'État les pouvoirs des individus. Les pouvoirs individuels vont être utilisés à travers cette notion de droit subjectif pour limiter le pouvoir de l'État. Ça, c'est la grande idée de Locke, qui va ici être à l'origine de cette utilisation de la notion de droit subjectif comme un droit qui est opposé au pouvoir de l'État. Et donc tout le procès, finalement, de l'état de droit que l'on peut observer aujourd'hui, eh bien, tire son origine peut-être de cette idée de Locke qui consiste à opposer des droits subjectifs des individus au pouvoir de l'État. Mais là où est le paradoxe, c'est que ces droits opposés au pouvoir de l'État sont des droits que l'on oppose à un État qui est lui-même fondé sur la même idée de droit subjectif. C'est-à-dire que les droits que Locke oppose à l'État, eh bien, ce sont des droits qui sont opposés à un État qui a été conçu, peu avant lui d'ailleurs, par un autre anglais, Hobbes, qui, dans le Léviathan, sa grande œuvre, eh bien, finalement, est à l'origine de la conception moderne de l'État, qui est fondée, qui tire sa raison d'être, sa légitimité, de la protection justement au sein de la société civile des droits subjectifs de l'individu. Alors la seule différence, c'est que pour Hobbes, en raison de contextes historiques différents, eh bien, pour assurer la paix civile, il faut que les individus aliènent la totalité de leurs droits subjectifs à l'État, qui lui ensuite va les redistribuer. Mais on a bien ici un État qui est fondé sur la garantie des droits subjectifs. Donc l'État hobbésien, moderne, si vous voulez, est fondé sur la garantie des droits subjectifs, et puis ensuite, eh bien, on va opposer ces mêmes droits subjectifs aux empiètements de l'État. Et on passe ainsi de l'État léviathan de Hobbes à une sorte d'État Gulliver qui est totalement eh bien, limité dans son action par la multiplicité des droits subjectifs des individus qui peuvent lui être opposés. Mais il faut bien voir que ces deux idées, aussi bien celle de Locke que celle de Hobbes, sont au fond les deux versants d'une même conception du droit qui repose sur cette notion de droit subjectif. Alors, certes, chez Locke, la garantie des droits subjectifs est une limite au pouvoir de l'État, ce qui donnera lieu ensuite aux grandes déclarations de droit anglaises, américaines, puis françaises. Et tout cela eh bien, va donner naissance, d'une certaine manière, à cette notion d'état de droit qui est tirée de la traduction française, en fait, du rule of law britannique, et qui repose sur cette notion de droit subjectif qui est opposé à l'État, mais un État qui lui-même repose sur la garantie des droits, qui fonde sa légitimité. Et finalement, on retrouve ces deux faces de la même médaille, en quelque sorte, en France, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans la Déclaration des droits de l'homme, vous avez les deux aspects.
vous avez l'affirmation à la fois d'un pouvoir absolu, illimité de l'État à travers la définition de la loi comme expression de la volonté générale, qui est un article de la Déclaration des droits de l'homme. Donc on définit la loi uniquement comme expression de la volonté générale, c'est-à-dire que la loi est une pure œuvre de volonté, et à partir du moment où elle n'est qu'une pure œuvre de volonté, elle peut faire ce qu'elle veut. Il n'y a absolument aucune limite théorique à la loi, sauf les droits de l'homme qui sont également énoncés dans la même déclaration. Donc vous avez vraiment les deux faces, vous avez le fondement du pouvoir de l'État, essentiellement du pouvoir de faire la loi, puisqu'à partir de ce moment-là aussi, gouverner, ça devient faire des lois, on gouverne en faisant des lois. Donc vous avez le fondement d'un pouvoir totalement illimité, mais qui se fonde sur la garantie de droits subjectifs qui viennent paradoxalement l'entraver dans son action. Donc on a à la fois un pouvoir illimité et un pouvoir impuissant. On a les deux dans cette déclaration de 1789, et la manière historique de sortir de cette contradiction, c'était la terreur, tout simplement. On a bien là les deux aspects de cette même conception purement subjectiviste du droit comme un pouvoir. Alors soit le pouvoir qui est garanti par l'État, soit le pouvoir que l'on oppose à l'État. Et en ce sens-là, la déclaration de 1789 est à la fois l'affirmation de l'absolutisme de la loi et des droits subjectifs. Et le choc entre ces deux absolutismes était absolument inévitable, et d'une certaine manière, nous l'avons sous les yeux. Nous l'avons sous les yeux à travers justement, et ce sera mon second point, une réaction face à cet état Gulliver totalement rendu impuissant par la multiplication des droits subjectifs, à travers une réaction populiste, une sorte d'appel au peuple qui voudrait justement délivrer en quelque sorte Gulliver de ses multiples attaches pour lui rendre sa pleine puissance, au fond, en sacrifiant les droits qui le paralysent, qui l'empêchent d'exercer sa pleine puissance. Donc, si vous voulez, pour reprendre les deux éléments de la déclaration de 89, l'idée serait ici d'opposer la souveraineté de la loi, finalement, la loi peut tout faire, à l'absolutisme des droits subjectifs, des droits individuels et des droits de l'homme en particulier. Donc il y a une tentation très, très forte qui s'exprime de multiples manières de faire en quelque sorte de procès de l'état de droit au profit d'une espèce de souveraineté absolue de la loi, expression de la volonté générale, qui devrait dans tous les cas l'emporter sur les droits individuels, sur les droits subjectifs qui paralysent la puissance publique, qui paralysent le pouvoir politique et qui empêchent au fond le peuple souverain de s'exprimer et de faire prévaloir sa volonté, qui est une volonté théoriquement absolue, d'après justement la définition qui est donnée de la loi comme pure expression de la volonté générale, c'est-à-dire de la volonté exprimée par le peuple souverain. Et donc, l'idée, c'est de rendre le pouvoir au peuple, finalement, contre des élites dont la position est légitimée justement par la défense de cet état de droit qui paralyse le pouvoir politique. Donc la réaction populiste, en quelque sorte, consiste à faire sauter les limites opposées par l'état de droit au pouvoir du peuple. Alors cette réaction peut se comprendre d'une certaine manière. Elle peut prendre des formes extrêmement variées, mais si vous voulez, l'idée, c'est toujours quand même que le dernier mot doit rester au peuple. Voilà. Et le peuple est souverain, et donc le dernier mot doit rester au peuple, et finalement, tous ces droits qui se multiplient, qui viennent limiter l'action du pouvoir politique, ils doivent passer après, ils doivent éventuellement être écartés parce qu'ils sont la cause, au fond, d'une paralysie de la puissance publique. On a une puissance publique qui est paralysée par la multiplication de ces droits individuels. Alors ça peut prendre des formes extrêmement variées. On va dire, par exemple, qu'on ne peut pas lutter efficacement contre l'immigration excessive parce que les étrangers ont des droits subjectifs à faire valoir, qui vont faire valoir à travers de multiples associations, devant des tribunaux, etc., qui vont empêcher une action politique
qui qui est présenté comme nécessaire et nécessaire au regard du bien commun, tout simplement, de la société. Même chose pour la lutte contre la délinquance, par exemple. Hein. Dire non, enfin, il n'y a pas de raison de permettre que des délinquants opposent sans cesse des droits nouveaux. C'est une espèce d'obstacle à une répression tout à fait légitime de la délinquance. Donc, il y a une espèce d'ambiance générale qui fait que on a cette idée que finalement, ces droits subjectifs sont des moyens plus ou moins détournés, au fond, d'empêcher l'État d'exercer un pouvoir qui est, au demeurant, le pouvoir du peuple, avec cette idée de souveraineté ici. Alors, en quoi cette réaction populiste me paraît contradictoire et illusoire. Je vais essayer de montrer, ou moi débaucher quelques éléments de réflexion qui pourront peut-être susciter la discussion, en essayant de montrer que, justement, le pouvoir sans limite du peuple, à travers l'idée de souveraineté, du peuple souverain, et l'état de droit sont liés depuis l'origine. Alors, pour le comprendre, il faut peut-être simplement introduire ici une distinction, qui est une distinction classique, entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Lorsque, au moment de la Révolution, dans cette semaine de juin 1789, où tout bascule finalement, où le transfert de souveraineté s'opère, hein, comme l'a très bien montré Emmanuel de Varesquiel dans son livre absolument lumineux, je trouve, sur cette semaine où tout se joue finalement. Et il montre bien comment, il y a un transfert de souveraineté qui s'opère à ce moment-là, en France, du roi, non pas au peuple lui-même, mais à la nation représentée. C'est-à-dire à la nation à travers ses représentants. Et donc il y a au même moment à la fois l'affirmation d'un transfert de souveraineté de la personne du roi à cette entité qu'est la nation, mais à travers ses représentants. Et de sorte que ce transfert de souveraineté fait naître d'emblée un pouvoir démocratique, hein, si on veut, mais un pouvoir démocratique qui est immédiatement capté par ce qu'on appellerait aujourd'hui une élite, avec tous les guillemets nécessaires, bien entendu. Hein. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a, au même moment, l'affirmation que le pouvoir appartient, la souveraineté appartient à la nation, mais cette nation, elle est représentée par ses représentants. Et donc on a à la fois le transfert de pouvoir qui s'opère et la captation immédiate de ce même pouvoir par les représentants de la nation. De sorte que le couple, si j'ose dire, que constitue le peuple et les élites, entre guillemets, toujours peuple et élite avec des guillemets bien entendu, ici, est inhérent à la constitution même d'une représentation nationale qui s'empare du pouvoir et du pouvoir souverain. Alors cette captation de pouvoir a toutefois une contrepartie, et cette contrepartie, c'est l'état de droit. L'état de droit tel qu'il est exprimé précisément dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, d'août 1789, donc les choses vont très vite. Hein. En juin 1789, on a ce basculement de la souveraineté du roi à la souveraineté de la nation représentée, et en août 1789, on a la charte, au fond, qui scelle un petit peu ce nouvel ordre des choses, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, à la fois, consacre la souveraineté sans limite, illimitée, de la loi, expression de la volonté générale, et en même temps, le caractère absolu des droits subjectifs reconnus dans la Déclaration. Donc on a bien ici une captation du pouvoir par les représentants de la nation, ceux qui s'autoproclament représentants de la nation, et en contrepartie, une garantie
de ce qu'on va appeler après l'état de droit. Et cette idée une sorte de pacte initial, de pacte fondateur, dans lequel l'état de droit est finalement la contrepartie de la captation du pouvoir, est justement très bien mise en lumière, me semble-t-il, dans cet article que je vous citais en commençant d'Arnaud Tessier, dans le Figaro, qui écrit ceci, et je trouve que en quelques phrases, il dit tout. Il écrit le populisme donc a des racines profondes. Les démocraties sont nées et ont prospéré sur la base d'un contrat tacite avec le peuple, celui-ci acceptant de se déposséder pour partie de l'exercice de sa souveraineté au profit de ses représentants contre la promesse du progrès, de la sécurité et du bien-être. Le progrès, la sécurité et le bien-être, c'est le droit. Ce sont tous les droits subjectifs qui sont opposés justement à l'État et qui le dépossèdent, qui vide son pouvoir de sa substance. Donc tout cela finalement est issu de cette espèce de contrat tacite initial dans lequel l'État de droit est la contrepartie de la captation du pouvoir par les représentants de la nation, nouveaux titulaires de la souveraineté. Voilà un petit peu comment on peut, me semble-t-il, résumer, à très gros traits évidemment, ces rapports entre peuple et élite, hein, pour reprendre des formules actuelles, avec donc d'un côté, donc, comme l'écrit Arnaud Tessier, du côté du peuple, une sorte de frustration consentie, hein, puisque le peuple accepte finalement de ne pas exercer ce pouvoir qu'on lui attribue nominalement. La nation est souveraine, mais en réalité, ce n'est pas la nation elle-même qui exerce ce pouvoir, elle l'exerce de moins en moins, mais ce sont ces représentants, cette espèce d'élite, hein, justement, ce qu'on appelle aujourd'hui les élites, enfin, ceux qui s'appellent eux-mêmes des élites, qui opèrent cette captation dont le prix est la garantie de l'état de droit, c'est-à-dire le progrès. Hein, le progressisme naît de là aussi. Hein, le progressisme, c'est au fond la contrepartie de la captation du pouvoir au moment de la Révolution. Donc on a un pouvoir politique exercé par une représentation nationale qui est un pouvoir qui repose sur la garantie des droits subjectifs qui le vide, ce pouvoir, en même temps de sa substance. C'est-à-dire que ce pouvoir nouveau qui naît de la Révolution, c'est un pouvoir qui d'emblée est dépossédé par ce qui le fonde, en quelque sorte. Et donc là, on a vraiment l'imbrication, vous voyez, entre l'état de droit et cette dépossession du pouvoir politique qui est la contrepartie de la garantie des droits subjectifs. Ce pouvoir donc n'a pas pour finalité ici le bien commun, hein. Il a pour finalité et pour fondement la garantie des droits subjectifs. Alors, dès lors, ce pouvoir est dépossédé, il ne peut plus rien faire parce que, eh bien, on va toujours lui opposer des droits nouveaux, et ces droits nouveaux, c'est tout le paradoxe, c'est lui-même qui les crée. C'est lui-même qui les crée pour justement justifier de plus en plus ce pouvoir qui lui échappe. Et on a cette espèce de course en avant, de fuite en avant, d'un État qui se vide de plus en plus de son pouvoir, le politique se vide de plus en plus de son pouvoir, en multipliant des droits subjectifs qui vont l'empêcher d'exercer son pouvoir, mais qui sont la contrepartie de la captation de ce pouvoir. Et donc, dès lors, finalement, eh bien, essayer de faire un appel au peuple pour aller à l'encontre de l'état de droit me paraît totalement illusoire parce que, justement, eh bien, l'état de droit, c'est la contrepartie de ce pouvoir qui est dépossédé de l'intérieur. Alors, dès lors, on a une multiplication par le pouvoir politique des droits subjectifs qui sont sa seule finalité, sa seule garantie de survie également. On a un État qui distribue des droits. Alors, des droits sociaux, hein, par exemple, c'est toute la kyrielle de droits sociaux multipliés tous azimuts,
tous les monopoles d'État hein, qui constituent des sortes de privilèges, au fond, hein, parce que, justement, ils confèrent des droits subjectifs à des personnes, à des individus, à des catégories sociales, auxquelles, évidemment, ces différentes catégories sont très attachées. Et puis, puisque ces droits sociaux commençaient à un petit peu s'épuiser, enfin, l'imagination ici est très fertile, mais enfin, il y a quand même une limite, eh bien, on a inventé ensuite des droits qu'on a qualifiés de sociétaux, avec là aussi une multiplication indéfinie qui constitue pour ce pouvoir de plus en plus dépossédé à multiplier des droits qui sont la contrepartie justement de la captation du pouvoir. Et ce qui est assez intéressant à relever, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les mouvements qualifiés de populistes eh bien, se retrouvent tous dans à la fois la critique de cet état de droit, mais en même temps dans la revendication et la défense de ces mêmes droits. Il est quand même significatif de voir que les différents populismes communient tous dans la défense des droits sociaux, des acquis sociaux, voire des acquis sociétaux. Finalement, la constitutionnalisation récente de l'avortement a suscité peut-être pas un enthousiasme, mais en tout cas une adhésion assez générale, y compris chez les populistes, des deux bords. Bon. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est là, au fond, l'assise du pouvoir auquel ils aspirent eux-mêmes. Et donc, il est bien évident qu'on a une espèce de contradiction interne ici à critiquer l'état de droit lorsqu'il paraît paralyser le pouvoir politique, mais en même temps, bien se garder de remettre en cause cet état de droit parce qu'il est tout simplement le fondement de cet ordre politique qui a été instauré en 1789. Alors, comment sortir de cette impasse? Eh bien, justement, il me semble qu'il y a ici, il n'y a qu'une seule issue, finalement. C'est l'issue qui consiste à extraire le fondement du pouvoir politique de cette garantie des droits subjectifs. C'est-à-dire qu'il s'agit de réintroduire dans l'organisation politique, au fond, un pouvoir qui soit un pouvoir véritablement indépendant et qui n'ait pas à fonder sa légitimité sur une contrepartie quelconque qu'il assurerait par la bienveillance de ce qu'on appelle quand même, l'expression est assez effrayante si on réfléchit 2 secondes, un État-providence. C'est-à-dire que c'est l'État-providence, c'est l'État qui se substitue à Dieu, qui crée justement le droit au bonheur, etc., qui multiplie les bienfaits accordés aux citoyens, mais finalement ce qui le paralyse est en même temps ce qui le fonde. Ce qui paralyse le pouvoir politique est en même temps ce qui le fonde, et donc évidemment on ne peut pas sortir de cette impasse-là. La seule manière d'en sortir est précisément, et vous voyez évidemment le sens de ma conclusion, c'est de réintroduire un élément extérieur à cette espèce de pacte initial qui a été fait entre les élites et le peuple, en quelque sorte, pour reprendre des termes très schématiques, et réintroduire finalement un principe de liberté aussi bien dans le pouvoir que dans la société civile. Donc voilà simplement ce que je voulais vous dire ce soir. Alors je pense que j'ai peut-être effrayé Antoine de Crémier qui va me trouver très libéral au fond. Mais ce sera justement peut-être une source de discussion. Oui. Alors, dans votre propos, je relève 2 choses que je partage tout à fait. Les révolutionnaires, après s'être débarrassés du roi et de l'aristocratie, se méfient du peuple. Ils ont des phrases, mais un mépris pour la démocratie qui est extraordinaire. Vous avez ces propos dans ce livre que je vous conseille, de Dupuy-Derry, « Démocratie, histoire d'un mot », qui démontre que des 2 côtés de l'Atlantique, les pères de la démocratie sont tous farouchement antidémocrates.
Ils le disent. Donc ils ont inventé à ce moment-là la démocratie représentative, effectivement. Nous sommes le peuple. L'oligarchie parlementaire est fondée là-dessus. C'est quand même extraordinaire. Et deuxième chose, sur laquelle on pourrait peut-être gloser davantage, c'est la disparition du droit. Le droit était toujours, alors il y a eu la cassure nominaliste, c'est vrai, mais le droit était toujours lié à la justice. Le droit, c'est trouver la solution juste. Dans la mesure où, avec le nominalisme, le juste disparaît, on ne sait plus. Le droit, c'est quoi? C'est uniquement le droit positif, c'est-à-dire posé là, légalement, par l'État. Il n'y a rien à dire. Toutes les lois sociétales qui nous ont fait hurler dans beaucoup de cas sont légales. On regarde la loi aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ça le problème. Donc, et quand on pose la question, on demande à des gens, qu'est-ce que le droit? Là, pour eux, c'est l'ensemble des lois. Et ce qu'il faut, c'est pas ça le droit. Ou alors on oublie les fondements du droit. Et on a un droit qui n'a plus de fondement. Voilà. Donc, et alors pour en sortir, oui, il faudra un élément transcendant d'une certaine manière. Exactement, un élément extérieur à cet ordre-là. Mais il n'y a pas d'autre solution rationnelle, c'est tout. C'est pas, je crois que... non, on est dans un monde où le bien commun a disparu, le juste a disparu. Il a disparu parce qu'il n'est plus représenté, justement. Oui. Oui. Personne ne l'incarne. Non. Voilà, enfin bon, vas-y. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des... il y a eu une déclaration de Viktor Orban qui avait déclaré qu'il souhaitait faire une démocratie illibérale. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça s'est traduit dans une... je ne me suis pas trop intéressé à la question, mais est-ce que ça s'est vraiment traduit dans la réalité ou est-ce que c'est des déclarations populistes qui n'engagent que... Non, alors là, je serais totalement incapable de vous répondre. Je ne connais absolument pas la situation hongroise, mais peut-être que Mme Masson a écrit des choses là-dessus, je crois. Donc, bon, mais voilà, enfin, il y a des... Non, là, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne connais pas suffisamment la situation hongroise pour vous répondre. Mais alors, il est vrai, cela dit, que ces pouvoirs qui sont qualifiés de populistes, que ce soit Orban ou d'autres, sont des pouvoirs qui essaient justement de répondre à cette contradiction interne par l'appel au peuple, en se fondant sur la volonté populaire. Ils incarnent la volonté populaire. Et c'est cette volonté populaire qu'ils entendent opposer à cette multiplication des droits subjectifs qui vide, encore une fois, de sa substance le pouvoir lui-même. Mais il y a là quand même une contradiction interne dans la mesure où les deux sont liés, justement. On ne peut pas séparer les deux. C'est la même réalité, en réalité. C'est-à-dire que le pouvoir du peuple, il est fondé sur cette conception de l'État comme étant la garantie des droits subjectifs. Et donc, à partir de là, il est illusoire, me semble-t-il, de prétendre opposer la souveraineté du peuple aux droits subjectifs. C'est le fondement même. Les droits subjectifs sont le fondement de la souveraineté du peuple. Donc on ne peut pas en sortir. On ne peut pas en sortir si on ne réintroduit pas, justement, dans l'ordre constitutionnel. Là, je reviens quand même un petit peu au thème que vous m'aviez proposé initialement. Si on ne réintroduit pas dans l'ordre constitutionnel une instance qui soit purement politique et dont la finalité soit uniquement justement le bien commun temporel de la société politique. Alors que les pouvoirs, tous les pouvoirs démocratiques au sens moderne du terme sont des pouvoirs qui se prétendent fondés justement sur le droit, mais sur un droit, bien sûr, totalement, qui a changé de sens, qui est ce droit subjectif que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y avait une instance qui était les tribunaux de simple police à une époque, qui était avec des magistrats non professionnels. Et il m'est arrivé, j'avais une maison qui était
juge, etc. Ces jugements étaient à mourir de rire, c'est souvent des conflits de voisinage, des trucs comme ça. Il n'y avait pas de texte, pratiquement. Ils cherchaient la solution juste. Tout à fait. Et c'était, par certains côtés, admirable. C'était du droit, au sens vrai du terme. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et je trouve très dommage que ça ait disparu. Du coup, il base sa conception du bien et Comment du mal sur le christianisme. Est-ce qu'il base du coup sa conception du bien et du mal, de ce qui est juste ou injuste, sur le christianisme, du coup, la religion? Je dirais non. On peut se lancer dans la définition du juste, mais là, on n'a pas fini. Hein. Mais aujourd'hui, le juste n'existe pas. Et on a une inflation législative qui est absolument extraordinaire. Oui, mais quelle est la justification du pouvoir en même temps. Voilà. Parce que justement, on gouverne en faisant des lois. Gouverner, c'est faire des lois. Voilà. C'est uniquement du droit positif. Du droit posé là, qui est ubuesque par certains côtés, avec des lois qui se contredisent, qui sont mal rédigées, bien souvent. C'est absolument extraordinaire. Il y a, au sens vrai du terme, il n'y a plus de droit. Oui, mais des lois qui ont tous les défauts que vous dites, effectivement, mais qui, malgré tout, donnent l'illusion au moins de distribuer des droits. Oui. De créer des droits. Et c'est le sens de toutes les lois dites sociétales, justement. Hein. On vous donne des droits, c'est formidable. Vous n'avez quand même pas rechigné à cela. On vous donne des droits. L'État crée des droits. Enfin, c'est extraordinaire. Il y a le même problème dans la common law comme dans le droit continental, quoi. Alors peut-être moins dans le common law. Dans le common law, vous avez d'abord, c'est pas un système qui est fondé sur la loi, mais sur le précédent jurisprudentiel, donc ça change quand même beaucoup de choses. Et puis vous avez un adage que j'aime beaucoup de la common law, selon lequel le Parlement d'Angleterre peut tout faire, sauf changer un homme en femme. Eh bien, ça dit bien l'esprit de la common law. Alors oui, eux-mêmes sont influencés malheureusement par le droit continental sur ce plan-là, mais le Parlement, l'adage subsiste quand même, le Parlement d'Angleterre peut tout faire sauf changer un homme en femme. C'est-à-dire qu'il y a une nature quand même qui est extérieure au pouvoir de la loi. Il y a une limite au fond au pouvoir de la loi. Alors que le Parlement français, depuis l'origine, il peut tout faire, y compris changer un homme en femme, il ne s'en est pas privé. Donc, mais lorsque le Parlement d'Angleterre le fait, il va à l'encontre de sa propre tradition. Alors, lorsque le Parlement français le fait, il est dans la parfaite continuité de la loi expression de la volonté générale. La différence est là. Et je voulais revenir sur le contexte de la Déclaration des droits de l'homme. Du coup, c'est pas cohérent, puisqu'effectivement, ils opposent l'État aux différents droits. Et la manière dont ça a été rédigé, c'était l'euphorie de l'époque, ou c'était vraiment pensé, il y a une tradition philosophique qui remonte aux Lumières, et si oui, qui, dans nos philosophes français, peut correspondre à ce qui a été dit, justement, puisque vous avez parlé de philosophes anglophones, mais qu'est-ce qui fait qu'en France, ça a aussi bien pris? Là, très clairement, c'est Rousseau qui est à l'origine. La loi expression de la volonté générale, c'est directement recopié de chez Rousseau. Donc, les rédacteurs de la déclaration de 89 se sont inspirés en partie des déclarations américaines, mais en partie seulement, et surtout de Rousseau. Surtout de Rousseau. C'est le grand inspirateur de la déclaration de 89, c'est Rousseau. Donc c'est le grand penseur de la République actuelle. D'une certaine manière, oui. Avec toute la complexité quand même de la pensée de Rousseau, hein, qui a été très caricaturée par la suite, mais ce qui est intéressant chez Rousseau, c'est qu'il a chez lui aussi les éléments d'une critique de sa propre pensée. Oui, parce qu'il imaginait bien que pour la France, c'était un trop grand pays, tout à fait. Être en démocratie. Tout à fait, mais c'est là que les constituants ont inventé la représentation. C'est une idée géniale. Alors là, c'est plutôt du côté Sieyès, par exemple, qu'il faut chercher. C'est l'idée géniale qui a permis cette captation du pouvoir. C'est-à-dire qu'on retire le pouvoir au roi pour s'en emparer, finalement, et en le justifiant par l'attribution de droits subjectifs de plus en plus nombreux au moyen de la loi expression de la volonté générale,
que, évidemment, on exprime. Et c'est l'originalité française, alors. Ça, c'est une originalité française, oui. 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 Tout à fait. Je crois qu'il y avait... Oui, une question. Est-ce que vous pourriez donner un pays qui, à votre avis, articule une bonne harmonie entre l'esprit et la lettre de la Constitution, ce que vous jugeriez être un bon état de droit et sa mise en œuvre dans son système légal, judiciaire et administratif? Question, c'est un peu vaste. question très vaste. Alors, je ne voulais pas aborder de front la notion d'état de droit, mais vous avez raison de m'y ramener. J'accepte très volontiers. Je crois qu'on peut avoir effectivement une conception juste de l'état de droit, à condition, comme le disait Antoine Crémier, de revenir à ce qu'est le droit. Et donc le premier mouvement, si vous voulez, pour retrouver une conception cohérente de cette notion d'état de droit serait de retrouver une conception du droit qui soit une conception pertinente. Alors, pour cela, je crois qu'il faut revenir tout simplement à cette idée que le droit n'est pas, du moins d'abord, un pouvoir sur une chose, mais d'abord la chose même, objet d'une relation entre personnes. Et ça, c'est un changement de perspective total. C'est-à-dire qu'on passe du droit subjectif, pouvoir d'un individu, d'un sujet de droit sur une chose, à un droit qui est objectivé, en quelque sorte, dans une réalité concrète. C'est-à-dire que ce qui fait la juste mesure de ce qui est dû à autrui, c'est la nature de la relation qui lie deux ou plusieurs personnes entre elles. C'est ça qui détermine, au fond, le droit et qui est contenu dans cette relation. C'est-à-dire que toute relation entre personnes qui portent sur une chose, eh bien, contient en elle-même une juste mesure de ce qui est dû à chacun. Voilà. Et ça, c'est très simple à comprendre, finalement. Si on fait abstraction de cette idée très, très prégnante du droit comme ensemble de lois ou comme ensemble de droits subjectifs, qui sont eux-mêmes, qui découlent eux-mêmes de la loi, c'est finalement assez simple. On peut prendre l'exemple très, très, très banal, au fond, d'une relation très quotidienne, comme la vente d'une chose. Hein. La vente, vous avez au milieu, entre deux personnes, le vendeur et l'acheteur, vous avez une chose, voilà, et un prix. Et le juste prix, le droit, ce qui est dû au vendeur, dépend de la chose, mais pas uniquement de la valeur intrinsèque de la chose, mais de la valeur de la chose telle qu'elle apparaît dans la relation entre les personnes. Et c'est ça qui détermine, au fond, la valeur juste, qui va permettre de déterminer le droit. Et pour cela, on peut avoir besoin d'outils tels que la loi, qui peut donner des indications, mais la loi n'est qu'un moyen de discerner dans la nature de la relation elle-même ce qui est juste, ce qu'il est juste de reconnaître, d'attribuer à chacun dans cet échange qui lie entre elles deux ou plusieurs personnes. Et donc voilà, il faut d'abord repartir de cette notion objective du droit, et non pas concevoir le droit comme un pouvoir individuel qui est attribué par la loi. Et donc ça, c'est une conception tout à fait différente du droit qui laisse du coup un espace aux politiques, qui recrée une distinction possible des domaines entre le juridique et le politique. C'est-à-dire qu'il y a le droit ne se décide pas. Le droit, ça ne se décide pas, ça se découvre, ça se discerne. Mais le droit, ça consiste à... Enfin, chercher le droit, c'est chercher ce qui existe d'une certaine manière. On peut dire le droit, mais on ne va pas l'inventer, on ne va pas le créer, on ne crée pas du droit. Donc ça relève pas, tout ce qui relève du discernement du juste ne relève pas de la volonté, finalement, ne relève pas de l'ordre de la décision. En revanche, il y a tout un domaine des relations sociales qui relève purement de la décision. Et ça, c'est le domaine du politique. Et donc un état de droit, pour revenir à votre question, ça pourrait être ça.
ça pourrait être un État qui opère cette distinction entre le domaine de la décision politique, qui est finalement un domaine assez restreint, assez limité, et le domaine du droit qui est laissé finalement à la vie sociale, hein, qui se développe et qui, eh bien, en se développant, va faire apparaître des relations qui vont faire naître du droit. Voilà un petit peu comment on pourrait concevoir une sorte d'état de droit, mais à partir, si vous voulez, de la reconstitution d'une conception du droit qui s'émancipe de cette réduction positiviste de pouvoir créé, distribué par la loi. Évidemment, ça donne aux politiques une autre légitimité, un autre fondement et aussi une autre dignité, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pas, le pouvoir politique ne se prend plus pour Dieu qui distribue des droits. C'est plus un État-providence. C'est un État qui reste à sa place et qui prend en revanche, qui a les moyens de prendre dans son domaine des décisions qui sont orientées, ordonnées au bien commun. Je souhaiterais avoir votre opinion par rapport à la notion d'état d'exception. Si c'est une notion qui n'a rien à voir avec tout ce qui a été évoqué, ou si c'est une notion qu'il faudrait peut-être évoquer. Je sais que c'est beaucoup lié à Carl Schmitt. De la souveraineté, Schmitt, d'autres aussi, mais à la question de la souveraineté, à différentes questions, mais voilà, je souhaiterais avoir un peu votre point de vue sur ça, si c'est de niche ou pas. Alors j'avoue que j'ai jamais été vraiment convaincu par la conception schmittienne de l'état d'exception, qui me paraît réduire la décision politique à des situations qui sont des situations justement exceptionnelles, comme s'il y avait une sorte de dérogation par le politique à un état dans lequel le politique finalement n'aurait pas vraiment à intervenir. Je pense moi je suis plutôt, j'irais plutôt dans le sens justement de cette distinction des domaines, hein, où il y a un domaine du politique qui a une légitime autonomie dans son domaine et qui n'est pas forcément lié à cette notion d'état d'exception qui soit se réduit à des situations marginales, soit au contraire. Et c'est aussi l'une des interprétations possibles de l'état d'exception de Schmitt, qui tente au contraire, à étendre le domaine de l'état d'exception à des situations extrêmement nombreuses où finalement tout se décide par justement le pouvoir politique. Ça, c'est un risque. C'est un risque. Et ça, il l'avait évoqué. Oui, c'est un risque, mais enfin c'est un risque qui est contenu dans la notion... Oui, mais c'est un risque qui est contenu dans la notion même d'état d'exception, d'une certaine manière. Donc c'est un risque, si on veut, mais enfin, je trouve qu'il y a une certaine duplicité chez Schmitt quand même, hein, parce que il présente cela comme état d'exception, il présente effectivement les dangers de l'état d'exception, enfin, il donne quand même des instruments de la réalisation du danger, hein, d'une certaine manière. Une question sur ce qui s'est passé au XIVe siècle, selon vous, c'est-à-dire la naissance des droits subjectifs. Est-ce que cela correspond à l'esquisse d'un effacement de la féodalité fondée sur le principe de l'honneur et sur le service? Est-ce que ce serait cela qui serait les droits subjectifs ne sont pas fondés sur le service, ni sur l'honneur? C'est vrai, vous avez raison, on pourrait peut-être faire un parallèle. Il y a peut-être un lien, effectivement, à rechercher de ce côté-là, avec une sorte d'effacement, justement, des liens personnels, des relations personnelles, une émergence, effectivement, de situations dans lesquelles l'individu, au fond, s'émancipe de ces liens
c'est vrai. D'autant plus d'ailleurs que cette notion de droit subjectif a son origine dans une hérésie, en fait, hein, l'hérésie des spirituels franciscains qui ont justement voulu s'émanciper de tout ce réseau de relations dans lesquelles ils étaient impliqués pour défendre une conception radicale, certes, de la pauvreté, mais surtout très individuelle. Toute une querelle très, très, très passionnante ici entre les spirituels franciscains et Jean XXII, le pape juriste Jean XXII d'Avignon, sur la propriété. Les franciscains spirituels refusaient la propriété. Et refuser la propriété, c'est finalement refuser de dépendre d'autrui. C'est refuser tout lien avec autrui. La propriété met forcément en relation, enfin la propriété au sens classique du terme, met en relation les personnes entre elles. Et ce courant de l'ordre franciscain a refusé justement la propriété au nom d'une exigence purement individuelle de pureté morale. Et Jean XXII les a excommuniés pour ça. Comment ? En opposition au thomisme, bien sûr, oui, tout à fait.